Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Vous êtes philosophe, écrivain. Votre dernier ouvrage, Nuit Blanche, est paru récemment chez Grasset. Mais à 19h33, comme tous les soirs, on s'arrête comme il est de coutume avec notre journaliste de la cellule Vrai Faux de France Info. Bonsoir Léa Soulevitz. Bonsoir. Emmanuel Macron était à Toulouse aujourd'hui pour échanger avec des lecteurs de la Dépêche du Midi. Il a été question d'algorithmes, de réseaux sociaux, d'intelligence artificielle, de la désinformation qui peut aller avec. Et vous nous parlez ce soir de la nouvelle application lancée par OpenAI, l'entreprise qui est derrière ChatGPT. Ça s'appelle Sora 2 et on peut dire que ça donne des clés pour créer plus facilement que jamais de fausses vidéos entièrement générées par l'intelligence artificielle. Et oui, c'est vrai qu'avec l'équipe de Vrai ou Faux, on a l'impression d'être toujours en train de répéter un peu la même chose sur l'intelligence artificielle. Mais avec Sora 2, on est sûrement encore à un tournant. Alors Sora 2, je vous explique, c'est une application vidéo un petit peu comme TikTok, sauf que là, on n'a que des vidéos qui sont générées par intelligence artificielle et avec un réalisme toujours plus bluffant. Alors, ça peut faire un petit peu sourire, hein. Regardez, on a des chats ici qui sont à la caisse du supermarché, un cheval qui monte les escalators, l'ours qui prend sa douche. Vous remarquerez, à chaque fois, on voit le petit logo Sora qui se balade dans l'image. Après, il n'y a pas que des animaux, hein. On a aussi des célébrités qui sont ressuscitées. Par exemple, on a Michael Jackson qui a été ressuscité sur Sora. On a Elisabeth II aussi, toujours dans des situations absurdes. Puis vous l'avez dit, Sora a été lancé par OpenAI, donc l'entreprise qui a créé ChatGPT. Pour l'instant, c'est pas encore disponible en France, mais on a déjà nos réseaux sociaux qui sont inondés par ces contenus. Bon, ce qu'on voit là, a priori, c'est pas bien méchant, mais alors il y a une fonction spécifique qui peut poser problème, Léa. Alors oui, c'est la fonction qui s'appelle Caméo. Alors l'idée, c'est de faire un scan 3D de son visage et ensuite de le mettre dans n'importe quelle situation, sur la Lune par exemple. Mais ça va plus loin, on peut autoriser les autres internautes à utiliser ce scan 3D de son visage pour le mettre en situation. Alors, on pressent un petit peu le problème. Ce qui s'est passé avec le youtubeur le plus connu de France, le plus suivi de France, Thibaut InShape. Donc lui, il a donné son autorisation et les internautes l'ont mis en scène dans tout un tas de situations, en train de braquer le Louvre, ici en train de danser en tutu là, ou surtout en train de multiplier les insultes racistes. Alors bon, Thibaut InShape, il a réagi en disant que lui, ça le faisait plutôt rire. En tout cas, on comprend bien qu'avec cet outil, c'est possible de faire dire et de faire n'importe quoi à n'importe qui. Et forcément, on a déjà un exemple beaucoup plus sérieux de tentative de déstabilisation. Et oui, en général, il faut pas attendre longtemps pour que ce genre d'outil soit utilisé à des fins malveillantes, surtout en période de conflit, donc notamment la guerre en Ukraine. Ces derniers jours, on a eu une multiplication de vidéos qui ont été postées qui montrent des soldats ukrainiens en train de rendre les armes. Là, on voit des hommes qui abandonnent leurs tranchées en Ukraine. On voit aussi cette vidéo d'un jeune soldat ukrainien en pleurs avant d'aller au front. Alors, cette vidéo, évidemment, est fausse. Son visage, par contre, il existe. C'est celui d'un influenceur russe qui est, lui, bien vivant. Et donc, l'internaute a détourné son identité pour faire cette vidéo. Donc voilà, on voit un petit peu toutes les dérives potentielles de ce nouvel outil. Puis surtout que la frontière entre la réalité et les fausses informations, elle est de plus en plus fine. Et une nouvelle arme pour la propagande politique. Merci beaucoup Léa Soulevitz d'être passée ce soir par le plateau. Tous les samedis à midi, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec toute l'équipe de Vrai Faux. Merci Léa. Bernard-Henri Lévy, on va parler de l'Ukraine évidemment, mais d'abord on commence avec l'information de la journée. On n'a pas souvent des occasions de se réjouir quand on fait des émissions d'information. Ce soir, on en a une. C'est la libération de Boualem Sansal, qui est en route pour Berlin, qui est attendu dans la soirée après un an de détention à Alger. Votre réaction ce soir ? Ma réaction, c'est bien sûr, je me réjouis infiniment. Mais enfin, il y a quelque chose quand même qu'il ne faut pas oublier et qui est irréparable. C'est que cet homme a passé 360 jours en prison, pour rien, dans des conditions abominables. Il a passé pour rien, parce qu'il avait prononcé des paroles qui n'ont pas plu à M. Tebboune. Il a passé 300 jours dans une geôle. Et ça, c'est une honte. Et ça, je crois qu'on ne peut pas... Alors, heureusement qu'il en est sorti. Mais enfin, c'est 360 jours de trop. Et ça, là, j'imagine que la blessure, le dommage dans cette âme, dans ce corps peut-être, sont irréparables. Pourquoi ce sont les Allemands qui ont réussi à obtenir sa libération? Est-ce que c'est parce qu'eux ont de bons rapports avec l'Algérie ou de meilleurs que nous, ou alors qu'on a fait le mauvais choix? C'est-à-dire une diplomatie un petit peu bataillante et un petit peu en public.
Non, je ne parle pas de la diplomatie, en fait, je parle des positions de Bruno Retailleau. Je crois d'abord, vous savez, que la différence entre la démocratie derrière les rideaux et en public, moi, je crois que ça ne marche pas. On a toujours raison de faire aussi de la diplomatie en public. C'est-à-dire, on a bien fait, depuis un an, inlassablement, d'interpeller le pouvoir algérien, etc. Et on ne l'aurait pas fait. Il aurait été alors totalement oublié, enseveli dans la nuit de cette prison, et il ne serait pas libéré aujourd'hui. Donc, il fallait faire les deux. Et peut-être qu'il fallait se partager le travail, d'ailleurs. Et que peut-être, d'ailleurs, aussi, que l'Allemagne et la France se sont partagés le boulot. La France, en effet, a rappelé les principes. L'Allemagne a peut-être donné la dernière poussée à cette entreprise diplomatique. Et puis le président Tebboune a été contraint au bout du compte, parce qu'il ne l'a pas fait. Moi, je veux bien qu'on salue l'humanité du président algérien et je ne sais pas quoi. Enfin, j'entends très bien. Il a libéré Boualem Sansal parce qu'il y était obligé, parce qu'il savait qu'il était en train de se mettre au banc d'une partie de la communauté internationale démocratique, en tout cas. Il y avait quand même deux lignes. Il y avait plutôt la ligne de l'Élysée, qui était celle du dialogue, du calme, du respect. Ce sont les mots qui ont été repris ce soir par Emmanuel Macron. Et puis, il y avait la ligne de la fermeté, qui était incarnée par Bruno Retailleau. Je crois que vous l'aviez d'ailleurs plutôt soutenu, Bruno Retailleau. Est-ce que ce n'était pas un échec ce soir pour cette ligne de fermeté qui était réclamée par l'ancien ministre de l'Intérieur? Surtout que cette libération intervient un mois après son départ de la place Beauvau. Je ne me souviens pas d'avoir soutenu Bruno Retailleau. Ça, vous avez la mémoire peut-être plus précise que moi. Mais en revanche, je crois que dans ce genre d'histoire, dans l'histoire de prise d'otage, Boualem Sansal, il n'était pas prisonnier, il était pris en otage. Voilà. Il y a deux choses à faire à la fois. Il faut rappeler leurs noms, il faut les mettre comme vous faites, vous, femmes et hommes de télévision, en incrustation dans vos journaux, le décompte des jours, etc. Et puis, il faut de l'autre côté parler. Il faut faire les deux à la fois. Les preneurs d'otages, c'est des fous furieux. C'est pas des gens totalement normaux. Prendre en otage un écrivain qui allait, il y a 300 jours, il y a un peu moins d'un an, qui rentrait dans un de ces pays, brusquement... C'est pas sans aucun grief. Il n'avait commis aucun crime. Il avait juste tenu des propos sur les rapports entre l'Algérie et le Maroc qui ont offensé la clique au pouvoir. Donc voilà, face à un régime comme celui-là, je crois qu'il faut utiliser les deux armes. Il faut absolument parler et inlassablement, et puis il faut faire de la diplomatie. Je ne sais pas si vous vous intéressez à tous les terrains d'opération, mais j'ai cru comprendre que oui. Quand on regarde les images qui nous viennent du Mali et quand on voit ce qui se passe, la première réaction, c'est probablement d'être assez effaré. La deuxième, c'est de dire il y a eu l'opération Barkhane, il y a eu l'opération Cervelle, il y a eu 59 morts hier, 50 morts français, du côté des militaires français. Et parce que c'était la journée où on commémorait toutes les victimes de conflits, y compris le terrorisme. Vous vous dites, franchement, on s'en fiche, quoi, on n'a qu'à les laisser. On n'est pas concerné. Je crois pas. Ah non, mais je crois qu'on est archi concernés. Il faut expliquer qu'il y a des djihadistes proches d'Al-Qaïda qui sont en train d'essayer de prendre le pouvoir. On est archi concernés par ce qui se passe au Mali, par ce qui se passe au Tchad, par ce qui se passe alors au Soudan d'une autre manière. On va parler après. Mais bien sûr qu'on est concerné parce que c'est un des foyers, un des endroits où le terrorisme international. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est pas la limite finalement de la philosophie du devoir ou du droit d'ingérence? Du devoir d'ingérence, oui. Est-ce que c'est pas terminé? Enfin terminé, c'est-à-dire en gros, on y va, on a l'impression de remplir le désert à la petite cuillère, je ne sais pas si c'est ça l'expression, de vider, ça doit être un truc comme ça, et que finalement on repousse l'échéance, et quand les Français peuvent en avoir marre et disent il y en a ras-le-bol d'aller se battre sur tous les fronts pour plein de choses, on ne peut pas tout faire. Attendez, que ça ne marche pas à tous les coups, je suis bien d'accord. Et là, on est en train de partir de partout. Oui, mais quand on en est marre et qu'on parte de partout sous la pression de l'opinion publique, je pense que c'est dramatique. Je prends un exemple où c'est particulièrement clair. C'est pas en Afrique, c'est en Afghanistan. Il y a 3-4 ans, il y a 4 ans, quand on a quitté l'Afghanistan. C'était une erreur monstrueuse. Contrairement à ce que répètent tous les perroquets, la présence des démocraties en Afghanistan, ça a marché.
Ça permettait aux femmes de se libérer. Ça permettait aux femmes de libérer leur voile. Ça permettait à des journaux de se former. Et puis, il y a eu un mouvement d'opinion aux États-Unis et en France. Aux États-Unis, mais ça a commencé par les États-Unis. Non, les Français se sont retirés aussi. Et puis après, ça a commencé par Biden et ça a été mis en œuvre par Trump. Et puis, on s'est retiré. Et le lendemain, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Alors qu'ils étaient tenus en respect par la présence symbolique de représentants de démocratie, les talibans sont réapparus. Et les femmes sont retournées dans leur prison de tissu, et les journaux ont fermé, et la société civile a été remise. Donc, c'est pas facile, bien entendu, le devoir d'ingérence. Il y a la responsabilité de protéger. En droit international, ça s'appelle responsabilité de protéger. C'est pas facile, ça marche pas à tous les coups, mais il faut pas y renoncer. Et puis, ce qui est pas facile non plus, c'est de lutter contre le terrorisme sans attendre qu'il frappe à nos portes et qu'il frappe au Bataclan. Et lutter contre le terrorisme, ça veut dire, en effet, s'occuper de ce qui se passe au Mali, s'occuper de ce qui se passe peut-être au Tchad. On ne peut pas le faire seul. Je veux dire, si les États-Unis ont décidé d'être isolationnistes et de ne pas se mêler de tout, on ne va pas, nous, avec nos petits points, essayer de... François Hollande, jadis, a fait tout seul quelque chose qui avait de l'allure et qui était utile. Voilà, il l'a fait seul, il n'a pas demandé l'autorisation des États-Unis. Mais c'est fini, on est reparti, on va pas y retourner. On ne va pas y retourner, non. Pas nous, mais peut-être l'Europe, peut-être... en tout cas... Vous y croyez encore? Je crois en l'Europe, oui. Je crois au défaitisme. Je vois bien le défaitisme européen qui sévit aujourd'hui, mais je crois que l'Europe peut être une grande puissance, qu'elle doit l'être, et qu'elle doit lutter contre le terrorisme, pas seulement en verrouillant le village gaulois comme certains y invitent, mais en ayant une grande et vraie politique, naturellement. Et vous trouvez qu'on a moins de vraies grandes politiques étrangères extérieures? Ou alors qu'il y a trop de choses à faire et qu'on peut être obligé de serrer? Non, je crois que je crois qu'aujourd'hui, les grands enjeux de la politique internationale, en effet, ils ne sont plus à la taille d'une nation, aussi grande soit-elle et aussi forte soit sa voix. Donc, ça marche si l'Europe, en effet, prend les questions en main. Ça marche s'il y a une alliance avec les États-Unis. Ça, c'est autre chose. Le camp occidental, aujourd'hui, il s'est fracturé et il s'est réduit lui-même à l'impuissance. Ça, c'est le problème d'aujourd'hui. C'est pas le problème de la France. C'est Trump qui dit qu'il a autant de problèmes avec la France qu'avec la Chine. C'est l'Amérique donc qui tourne le dos à l'Europe et donc à ses racines. Et puis c'est l'Europe qui est traversée par ces forces contraires que vous savez, entre les illibéraux et les libéraux, entre les pro-russes et les anti-russes, etc. Ça, c'est le moment que nous vivons. Mais ça, c'est un moment de crise dramatique. Et peut-être au bord de la... Il y a quelque chose de tragique dans la situation que vit l'Europe face aux grands défis d'aujourd'hui, face à l'islamisme, face à la Russie, face aux défis chinois, face à la Turquie, que l'Europe agisse en ordre dispersé, que chacun se pense à son petit intérêt national, est en effet une très grande irresponsabilité face à l'histoire. Il y a une guerre dont on parle très peu, c'est la guerre qui sévit au Soudan, qui est terrible. Il y a eu des massacres il y a quelques jours dans la ville du Darfour d'El Fasher. On a des témoignages parcellaires qui arrivent. On n'arrive pas à avoir complètement les informations parce que les journalistes ont beaucoup de mal à se rendre sur place. Vous vous étiez rendu au Soudan en juillet. Il y a quelques temps. Moi, j'étais au Soudan en juillet dernier. J'étais au Soudan, au Darfour, il y a 10 ou 15 ans, il y a 15 ans, voilà. Et j'étais au Soudan il y a 25 ans pour vos confrères du Monde. Et en juillet pour vos confrères de Paris Match. Donc je connais un peu cette situation. Et moi, en effet, je sais que c'est une situation monstrueuse depuis des décennies. Voilà, des décennies. Il y a un génocide depuis 15 ans. Il y a eu le génocide du Rwanda. Il y en a eu un autre, c'est au Darfour. Et le Darfour, c'est le Soudan. Il y a des crimes contre l'humanité qui sont commis de manière massive. C'est Al-Fasher. Il y a des urbicides monstrueux. C'est Khartoum. C'est des images, en effet. Voilà, ça, c'est des images qui ont été filmées par mes camarades Olivier Jacquin, qui m'accompagnaient, Olivier Jacquin et Marc Roussel. On a pris ces images en juillet dernier. Et tout ça s'est produit tout de même dans une indifférence générale. Alors aujourd'hui, les gens se réveillent un peu, mais enfin, à peine. Alors qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Parce que ça fait un terrain de plus sur lequel on ne peut pas intervenir.
qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a deux choses qu'on peut faire. La première, c'est de faire en sorte que ceux qui alimentent cette guerre, c'est-à-dire ceux qui livrent des armes aux gens dont on a vu les exactions dans les jours qui viennent, c'est-à-dire en l'occurrence les Émirats arabes unis, qu'on leur dise stop. Voilà. Embargo. Et qui nous écoutent. Écoutez, tout ça. Alors que par ailleurs, ils nous aident dans d'autres. Tout ça est un rapport de force. Oui. Tout ça est un rapport. La France, les États-Unis ont des relations importantes sur plusieurs registres avec les Émirats arabes unis. Ils peuvent leur dire que le Soudan est une priorité. Voyez, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Soudan, grand pays, grande civilisation et peuple martyr depuis, encore une fois, 25 ans. Mon premier reportage au Soudan, c'est en 2000 pour Le Monde, et un autre en 2007. Et là, c'est une priorité internationale. C'est aussi important que l'Ukraine et que... Et comment vous expliquez que tout le monde s'en fiche? Tout le monde s'en fiche. Il y a plusieurs raisons. Il y a une raison qui est atroce, mais c'est ce que disent souvent les Américains démocrates. Parce que c'est loin? No Jews, no news. Quand il n'y a pas Israël ou quand c'est des musulmans qui se massacrent entre eux, tout le monde s'en fiche. Rappelez-vous la Syrie, avant la chute de Bachar el-Assad. Vous aviez l'impression qu'il y avait un Syrien, un dictateur syrien qui a massacré 400 000 de ses compatriotes. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a eu une mobilisation internationale colossale? Il y a eu la France. Oui, il n'y a pas eu Obama. Il y avait des journalistes aussi qui étaient présents et qui témoignaient de ce conflit de l'intérieur. Mais il y a des journalistes au Soudan. Il y a des journalistes au Soudan. Vous avez eu Libération a fait il y a plusieurs mois des reportages. Marc de Chalvron pour France Télévisions. Je cite aussi. Vous à France Télévisions. Voilà. Vous à France Télévisions. Moi, j'ai tenté de faire aussi mon boulot avec Marc Roussel, Olivier Jacquin en juillet dernier. Il y a des journalistes, sauf que les gens ne veulent pas voir. Moi, en juillet, Match a fait, avec nos images et nos récits, ils ont fait, je ne sais plus, 8 ou 10 pages, etc. Ils ont fait... Bon, c'est là. Mais les gens ne veulent pas entendre, ça ne les intéresse pas. Alors, il y a ce que je vous ai dit. Il y a le fait que quand c'est des musulmans arabes qui s'affrontent, qui tuent des musulmans noirs, beaucoup d'Européens ont l'impression que ce n'est pas leur affaire. Voilà. Alors, oui, il faut rappeler à ces gens que l'humanité, elle est une. Qu'il n'y a pas... Mais ce n'est pas un combat. On va parler de l'Ukraine, là. Parce qu'autrement, on ne va pas forcément avoir le temps. Mais est-ce que ce n'est pas désespérant pour vous? Pas vous spécialement. Si, moi spécialement, qui fait... Des gens qui ont cru, en attirant l'attention de tout le monde sur... Regardez ce qui se passe ici. La voie de l'histoire est plutôt un progrès, un chemin de progrès, qu'un chemin de redescente vers de la barbarie, de voir qu'en gros, il y a des gens qui meurent absolument partout, avec des fondamentalistes islamistes qui gagnent, qui font plus que grignoter l'Afrique, et que... C'est absolument désespérant. On a l'impression que tout le monde est devenu isolationniste. De voir qu'on laisse la place aux miliciens Wagner, qu'on laisse le terrain à la Russie, qu'on laisse le terrain à Boko Haram. Il y a un autre cas, là aussi, j'ai écrit un peu là-dessus. Le Nigeria, Boko Haram, les massacres de chrétiens au Nigeria, c'est une autre des abominations d'aujourd'hui. Là aussi, avec la même équipe, avec le même photographe, Marc Roussel, on a fait il y a 4 ans un reportage chez vos confrères de Match. Ça n'a pas bouleversé les foules, ça c'est vrai. Donc, 1, c'est désespérant. 2, ça n'empêche pas que ça soit scandaleux. Et 3, ça n'empêche pas qu'il faille continuer. Bernard-Henri Lévy, vous êtes un défenseur d'Israël, ce qui ne vous n'empêche pas de le critiquer quand c'est nécessaire. Sous l'impulsion du gouvernement Netanyahou, Israël a intensifié sa colonisation en Cisjordanie. Des violences, des affrontements qui éclatent chaque jour des deux côtés. Et il y a ces dernières semaines une intensification de la violence des colons contre la population palestinienne de Cisjordanie. Il y a une députée israélienne, Merav Cohen, qui est membre du parti centriste de Yair Lapid, qui a déclaré ce qui se passe en Cisjordanie ne peut plus être minimisé, c'est du terrorisme. Soutenu par des ministres, ce ne sont plus quelques mauvaises herbes, c'est une forêt. La violence des colons, est-ce que c'est du terrorisme? Et est-ce qu'Israël est toujours une grande démocratie? Israël est toujours une grande démocratie. Et évidemment, c'est même... Je ne connais pas d'autre exemple d'un pays qui est en état de guerre depuis aussi longtemps, c'est-à-dire pas depuis 2 ans, depuis 77 ans,
et qui, en gros, maintient les grandes libertés fondamentales, la liberté de la presse, la liberté de se réunir, la liberté de s'opposer, la liberté d'être un parti antisioniste et d'être représenté à la Knesset. Donc Israël, oui, demeure contre vents et marées et contre les deux ministres dont vous parlez, reste une grande démocratie. Voilà. Après, la colonisation, évidemment, mais ça depuis très longtemps, c'est un poison pour Israël, c'est un enfer pour les Palestiniens, et c'est évidemment un obstacle à la paix le jour où les esprits y seront de nouveau disposés. Vous avez suivi la visite de Mahmoud Abbas hier à Paris, oui. J'imagine. Vous l'avez entendu répéter ses engagements à tenir des élections, à réformer les manuels scolaires pour faire disparaître les propos haineux à l'égard d'Israël. Vous avez envie d'y croire? Est-ce que vous avez l'impression qu'il progresse, le président palestinien, dans la mise en œuvre de ses engagements? J'aimerais que l'âge venant, il se dise que ce qu'il n'a pas fait depuis 19 ans ou 20 ans, ou je ne sais pas combien d'années, il va... Pardon ? Plus même. Plus, voilà. Qu'il décide de le faire dans le temps qui lui reste. Mais ça me paraît vraiment, là, pour le coup, des vœux pieux. Parce que ce qu'il a dit là, il avait la possibilité de le faire depuis des années et des années et des années. Voilà. Puis par ailleurs... Moi qui regarde un peu ce qui se passe dans cette région du monde, c'est vrai que ça m'importe et que je défends Israël. Donc j'écoute ce que dit Mahmoud Abbas, pas au président Macron, parce qu'il dit une chose, mais j'écoute ce qu'il dit aux Palestiniens, ce qu'il dit à son peuple, et il dit le contraire. Il dit on va continuer à pensionner les familles de martyrs, c'est-à-dire les familles de terroristes. On va continuer à injecter dans les manuels scolaires des propos infâmes, etc. Donc il y a malheureusement, c'est ça le drame, le vrai drame du peuple palestinien, c'est qu'il est pour l'instant partagé entre le Hamas, qui sont des gens absolument monstrueux, et l'autorité palestinienne, qui sont pas à la hauteur, qui sont... Et en même temps, comment faire émerger, on se posait la question dans l'émission hier, comment faire émerger un leader palestinien dans un territoire occupé par l'armée israélienne? On ne fait pas émerger. L'histoire, c'est pour ça que les plans de Trump avec Tony Blair, tout ça, ça ne marchera pas, parce qu'on ne fait pas émerger un leadership. Il y a des moments dans l'histoire d'une région, d'une nation ou d'un peuple où quelqu'un émerge. C'est-à-dire que moi je pense que le moment peut venir où les Palestiniens normaux, les mères de famille, les pères de famille, les jeunes gens qui veulent à l'avenir se disent « il y en a marre du Hamas qui nous a mis dans l'impasse, il y en a marre de la corruption et de la lâcheté de l'autorité palestinienne, on mérite mieux ». Oui, sauf si l'attitude d'Israël pousse chacun dans ses retranchements et que toute la jeune génération qui a peut-être 15 ou 20 ans aujourd'hui, voyant ce qui s'est passé, et Netanyahou ne... Mais la jeune génération... Ce que je veux dire, c'est que le drame de l'endroit, c'est que ça il y a sans arrêt. Écoutez, moi, je pense que les Palestiniens, là encore, je connais un petit peu le sujet et le terrain, ils sont suffisamment subtils pour savoir que Netanyahou, ça va durer moins longtemps que Mahmoud Abbas. Juste très brièvement, l'état d'esprit de l'opinion publique israélienne, c'est quoi? C'est de finalement le trouver pas si mal que ça. Netanyahou, je parle. Je crois pas. Je crois que l'opinion publique israélienne, et bon, vous la voyez, enfin vous en voyez un exemple tous les samedis soirs dans les rues de Tel Aviv, jusque devant le domicile privé de Netanyahou, ils disent qu'ils veulent que la page soit tournée. Mais les Palestiniens, ils savent que Netanyahou, ça va durer moins longtemps que Mahmoud Abbas, que 20 ou 25 ans. Ils savent très bien qu'il y aura un jour, si chacun y met du sien, il y aura enfin un dialogue des cœurs, des âmes et une paix. Ils le savent, mais encore faut-il le vouloir. Dernier sujet qu'on voulait aborder avec vous ce soir, Bernard-Henri Lévy, les nouvelles du front ukrainien ne sont pas bonnes pour l'Ukraine. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne a fait état d'une nette détérioration de la situation dans l'oblast de Zaporijjia. Est-ce que l'Ukraine est en train de perdre la guerre et est-ce qu'on est en train de lâcher l'Ukraine en ne la soutenant pas suffisamment ? Je crois qu'on ne la soutient pas suffisamment depuis le début. Ça, j'ai fait des films chez vous, pour France Télévisions en particulier, où j'explique le problème, c'est qu'on soutient l'Ukraine juste assez pour qu'elle ne perde pas, mais pas suffisamment pour qu'elle gagne. Ça, c'est un problème depuis 3 ans et demi. Bien. Après, j'ai bien vu les déclarations du général Syrski. Il
il faut savoir aussi que tout ça se joue dans un mouchoir de poche. La bataille de Pokrovsk, par exemple. Hein, tout le monde a les yeux focalisés à juste titre sur la bataille de Pokrovsk. En gros, les Russes en sont aujourd'hui à peu près au même point, à 1 kilomètre près, où ils en étaient il y a 8 mois. Quand nous y étions avec Marc Roussel encore, le photographe avec qui j'étais au Soudan, dans le film que nous avons fait pour la plateforme de France Télé qui s'appelle Notre Guerre, on était à Pokrovsk. Dans Pokrovsk, on a filmé Pokrovsk. C'était la même situation. Les Russes ont gagné 3 kilomètres peut-être. Voilà. Donc on est toujours dans le même bourbier. On est toujours au même point que la puissante armée russe, soi-disant puissante, avec sa technologie qui s'est modernisée, avec ses masses humaines, avec ses mercenaires autrefois nord-coréens, maintenant cubains, elle n'arrive pas à avancer. Et que la petite Ukraine, avec sa petite armée qui était presque inexistante au moment du Maïdan et qui était très faible il y a 3 ans et demi, en effet, tient tête. Parce que quand vous avancez de 3 km, moi je suis pas retourné là, mais je vois les images que vous montrez, vous et vos consoeurs et confrères de Pokrovsk, franchement, regardez Notre Guerre, c'est sur votre plateforme, c'est les mêmes rues, elles sont dans le même état, en effet, c'est des rues fantômes, mais c'est aujourd'hui comme hier. Donc, la Russie n'est pas en train de gagner la guerre, et les Ukrainiens, je pense, nous réservent des surprises, parce qu'ils sont braves, parce qu'ils sont ingénieux, parce qu'ils ont des bons stratèges, et parce qu'ils ont un président formidable, qui est le président Zelensky. Merci beaucoup, Bernard-Henri Lévy, d'être passé sur notre plateau ce soir. Merci Nathalie, on se retrouve demain pour Tout est politique. Excellente soirée avec nous sur France Info Télé. Mais pas du tout.